Cosa Vostra. Et en fait, la newsletter, si elle est bien faite, donc c'est-à-dire vraiment productisée, pas trop longue, avec des sections claires, un ton qui lui est propre, facile, enfin joli aussi au niveau du design. En fait, on se rend compte que voilà, ça plaît beaucoup aux gens parce que ça leur permet d'être informés de façon extrêmement rapide. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Un épisode un peu spécial sur vous savez que j'aime bien aller voir d'autres types de médias, pas que les médias traditionnels, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire évidemment. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au business des newsletters et des newsletters payantes. Alors pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Arthur de Villemandy. Je le prononce bien, Arthur ? Ouais, c'est ça, exactement. Super, le fondateur de Planet. Alors Planet, c'est à la fois le nom de la société et le nom de la première newsletter. Arthur nous expliquera un petit peu tout ça dans quelques instants. Voilà, donc dans cet épisode, on va essayer de faire, comme on le disait, 1 heure que je partage en 3 temps. Un temps peut-être vraiment pour faire un peu le constat de ce vrai boom des newsletters payantes. C'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui avec tous les médias d'ailleurs, puisque on cherche toujours des pistes de diversification. Et là, clairement, on sent que quelque chose est en train de se passer depuis plus que quelques mois, depuis quelques années maintenant, mais on sent que ça se professionnalise. Donc, on va passer un petit peu un temps en préambule sur expliquer un peu ce boom, puis vraiment revenir sur ce que tu fais, Arthur, chez Planet, comprendre un peu le succès, puisque c'en est un de tes 2 newsletters, Planète et Magma, comprendre un peu le modèle économique, la techno, comment t'en es arrivé là, puisque la techno, elle a une part quand même importante dans cette industrie. Et puis après, parler un peu du futur, un peu de prospective, comment on voit l'évolution des newsletters. Arthur, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la genèse de Planète, parce qu'elle est assez intéressante, en plus elle est assez atypique. Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir invité déjà. Alors moi, j'ai monté donc Planète, qui est une newsletter gratuite il y a 3 ans. Moi, je viens pas du milieu du journalisme ou même de l'écriture entre guillemets en général, parce que j'avais jamais vraiment écrit auparavant. En fait, j'ai bossé pendant 1 an aux États-Unis, dans la Silicon Valley, pour la cellule d'innovation de BNP Paribas. Et là-bas, j'étais chargé, et c'est comme ça que j'ai goûté un petit peu à l'écriture, on va dire. C'est un peu ma seule expérience là-dedans, parce que j'aidais en fait la banque. BNP Paribas a une cellule d'innovation, voilà, pour faire de la veille à San Francisco. Et là-bas, j'étais chargé d'écrire pas mal de rapports, de white paper pour la banque. À l'époque, c'était vachement les crypto-monnaies, par exemple, qui les intéressaient. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, mais à l'époque, on en parlait beaucoup, puis c'était un peu plus naissant. Et ensuite, voilà, moi j'ai fait mon parcours. J'étais product manager dans une startup qui a été revendue au Bon Coin en 2017. Et à ce moment-là, en fait, je consommais déjà énormément de contenu à titre personnel, et majoritairement parce que c'était entre guillemets l'orientation vers laquelle je tendais, des contenus qu'on appelle business et tech, mais c'était au sens large. C'était, on va dire, l'impact de la tech sur évidemment les secteurs économiques, mais aussi au niveau politique. Ouais, très prospectif, tendance, techno, etc. Exactement. Et c'était vraiment, voilà, moi en fait, ce qui m'intéressait dans ce sujet-là, c'est que c'était là où ça bougeait, quoi. C'est-à-dire que le numérique aujourd'hui, c'est pas un secteur à proprement parler, c'est quelque chose qui est dans tous les secteurs économiques, qui a évidemment des impacts énormes. Aussi sur la société, sur des décisions politiques, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et en fait, à l'époque, je me rendais compte que en France, on avait un petit peu 2 types, on va dire, de médias qui traitaient ce genre de sujet. C'était les médias qu'on peut appeler les médias traditionnels, donc dont on hérite, donc les Échos par exemple, ou ce genre de choses.
et de l'autre côté tous les autres médias qui sont nés un peu avec la génération startup. Donc Madines, French Web, etc., qui eux, voilà, étaient vraiment des médias qui ont accompagné un peu l'éclosion du système et qui continuent d'ailleurs l'éclosion du système startup en France avec beaucoup de news de levée de fonds. Et en fait, entre les deux, moi, voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un vide et qu'il y avait de la place pour un nouvel acteur, surtout qui traitait de sujets dont on a peu l'habitude d'entendre parler. Et d'ailleurs, je crois que c'était un peu notre première tagline chez Planet, c'était des news tech et business que vous ne trouverez pas ailleurs ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, traiter des news qu'on voit pas trop et surtout avec un gros angle analytique. Donc qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les boîtes du secteur, etc. Et en fait, je voulais pas, parce que comme j'ai pas de formation de journaliste, je voulais pas lancer de site internet avec voilà un blog et juste des articles, etc. Et je voulais surtout lancer un produit rapidement. Et c'est comme ça qu'en fait, Ce qui est marrant parce qu'en fait, tu veux dire presque que tu as choisi la newsletter parce que tu te sentais pas quoi légitime pour le exactement. mettre en public sur un site et que ce soit lu par tous. Ouais, Alors exactement. qu'on Il y a ça, et puis je pense qu'aussi c'est ça qui est génial avec la newsletter, c'est que en tout cas à l'époque, ça, c'est en fait, et même aujourd'hui d'ailleurs encore plus aujourd'hui, mais c'était le moyen le plus simple et le plus rapide de lancer quelque chose pour voir si ça intéresse les gens. Donc en fait, très concrètement, je me suis dit ok, bon bah j'ai quitté mon job de l'époque, j'ai mis 25 personnes qui sont majoritairement de la famille et des amis dans une newsletter et je leur ai dit voilà, je vais vous écrire un sujet par jour sur voilà des news tech et business. Et du coup, j'ai commencé à écrire tous les jours, donc c'était tous les matins. Et puis de fil en aiguille, voilà, le produit était lancé très rapidement, quoi. Voilà la genèse un et peu. c'est et c'est ce qui est marrant, ce que je retiens aussi, c'est une des raisons en fait et qui explique un peu ce boom des newsletters, en tout cas que j'ai noté et que tu cites, c'est vraiment la facilité en fait technique de se lancer. Parce que donc ce boom dont je parle, il est évident. Je pense que tout le monde est. Alors les newsletters existent depuis, enfin presque aussi longtemps qu'Internet existe. Mais là, ce dont on parle, c'est pas une newsletter, c'est pas la newsletter en fait qui t'annonce que des articles sont disponibles. On parle bien des vraies newsletters dont le contenu et dans la newsletter et qui est un média en lui-même. Exactement. Planète, la newsletter, c'est un média en lui-même qui n'a pas besoin d'avoir un site. 100% du contenu est dans l'email. Exactement, 100% du contenu est dans l'email et je pense que c'est la grosse tendance, parce que nous, on en parlera après, mais Magma, on fait ça aussi avec cette newsletter de tendance et en fait la grosse tendance derrière, je pense, c'est que aujourd'hui la newsletter se productise, pour parler en bon américain, mais en fait elle est devenue un produit à part entière et aujourd'hui je pense que tout l'enjeu c'est de réussir à améliorer le produit newsletter et de faire des produits newsletter et c'est d'ailleurs ce que font maintenant tous les créateurs de contenu qui lancent des newsletters. Aujourd'hui, voilà, tout le contenu est dedans. Il y a des sections bien définies. On voit que voilà, il y a un sommaire. C'est vraiment un produit à part entière et c'est plus simplement quelque chose qui vient en appui d'un site d'information. Alors aujourd'hui, ça existe bien sûr toujours. Hein, les grands médias, ils ont des newsletters qui juste font de la curation, par exemple, des meilleurs articles disponibles sur leur site. Donc ça c'est Oui, pas forcément c'est vous. les newsletters traditionnels dont je parlais, effectivement, Voilà, qui permettent un exactement. peu d'y voir plus clair. Exactement, mais en fait, on se rend compte que bon, il y a plein de facteurs, hein, mais un des plus gros facteurs évidemment, c'est la quantité d'informations astronomiques qui est produite en permanence. Et en fait, la newsletter, si elle est bien faite, donc c'est-à-dire vraiment productisée, pas trop longue, avec des sections claires, un ton qui lui est propre. Facile, enfin joli aussi au niveau du design. En fait, on se rend compte que voilà, ça plaît beaucoup aux gens parce que ça leur permet d'être informés de façon extrêmement rapide, agréable, c'est un peu agréable à lire et puis évidemment il y a une relation aussi de proximité avec son lectorat parce que quand on arrive dans l'inbox des personnes, notre inbox c'est un peu notre voilà notre coffre-fort personnel. Donc si jamais ça nous plaît pas, bah en fait on peut se désabonner en un clic et puis on passe à autre chose et puis c'est plutôt agréable quoi. Ouais, donc tu disais effectivement, en fait, par rapport à cet infini de contenu, j'essaye de comprendre une des raisons vraiment de ce boom, c'est un peu une espèce de fatigue vis-à-vis des
peut-être pas des médias traditionnels, mais de tout l'ensemble de l'information qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui fait que ce modèle qui arrive dans ta inbox, comme tu dis, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, à un moment que tu as choisi, voilà, qui s'oppose encore une fois à cette fatigue que tu peux avoir sur Internet Exactement. avec Je pense que une montagne de contenu. c'est vraiment une autre façon en fait de consommer l'information. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas un problème l'information de qualité, elle existe. C'est juste qu'elle est tellement éparpillée sur Internet et surtout, elle est tellement retravaillée, enfin même comment dire transformée aussi à cause des réseaux sociaux qui créent des énormes Oui, des formats natifs, donc tout est elles sont à chaque fois réexploitées sous différents formats. exactement réexploitées, transformées. Parfois, elles sont même, si les informations sont même faussées. Enfin bref. Et en fait, je pense que la newsletter, un super produit justement pour donner le temps à une consommation un peu plus on va dire moins dans l'urgence et dans l'immédiateté et avec des personnes qui voilà prennent le temps de faire de la curation, de poser leurs idées, de travailler un format qui est hyper agréable à la lecture. Aujourd'hui, quand on va sur des sites des médias on va dire les grands médias traditionnels en fait on va dire que tous les articles se ressemblent quoi. Il y a pas vraiment évidemment alors il y a des nouveaux formats qui sont créés, des formats vidéo etc. Mais aujourd'hui un article du Monde et un article de Figaro, si on enlève le sens, ça ressemble à des blocs de paragraphes de 25 lignes avec une police avec empattement etc. quoi. Je caricature un peu exprès mais je pense Oui, oui, bien sûr, je vois ce que pense tu que veux dire. la newsletter justement crée c'est comme c'est comme une box en fait. On pourrait avoir un peu ce sentiment, une box qu'on reçoit chez soi avec un design qui lui est propre, un ton qui lui est propre, des Ouais, informations. presque un concept d'édition, tu vois comme avec une fréquence de parution, un objet qui a un peu été designé, Exactement. et cetera. Tu plus dans le newsfeed en tout cas. Ce concept de Ouais, newsfeed où tu es un flux d'actualité, avec, tous ces biais, enfin presque pervers, mais, on sait pourquoi, d'infinite scroll et ouais, cetera. non, bien sûr, il y a plein de C'est biais. tout l'inverse de tout ça. Exactement, c'est tout l'inverse. Évidemment, le newsfeed, nous, c'est une de nos principales sources d'information. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un sujet pour nous de commencer à automatiser un petit peu et de créer même notre propre outil en interne qui nous permet d'avoir des petits robots qui nous apportent des informations qu'on veut vraiment voir et pas simplement nous scroller justement pour trouver les bonnes informations qu'on va mettre dans notre newsletter. Je pense que ça, c'est un vrai enjeu. Mais Ça, on en parlera après. Là, tu parles de pour vous, votre manière de produire, hein? exactement, exactement. OK, ça, on en parlera, c'est intéressant. Tu l'as dit un petit peu parce que c'est un email qui venait, mais j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet. Il y a quand même le côté, très incarné d'une newsletter payante. Tous les exemples qu'on va citer ou de newsletters ou même vous, quelque part, on sait qui est la plume, on sait qui est derrière. C'est que tu as quand même ce concept versus une newsletter, heu, générale ou un média où alors tu peux pour certains connaître certaines plumes de médias parce qu'il y a des plumes qui sortent du lot, mais généralement c'est plus un média. La newsletter, il y a quand même quelque chose de très incarné, très personnel. Par exemple, pour moi, tu étais Arthur de Magma, tu vois? Je te connaissais sur Ouais, Arthur bien de sûr. Magma avant de vraiment voir qui tu et que Mathieu, Stéphanie, mon associé, nous présente. Mais, on voit toujours qu'il y a quelqu'un derrière. Ça, j'imagine que ça fait partie aussi un peu de la recette du succès de ces newsletters? Je pense que effectivement, je pense que c'est pas mal de l'incarner plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu plus froid, comme recevoir une newsletter de juste Magma ou Planète ou Le Monde ou voilà. C'est vrai que voilà, quand je mets Arthur de Magma, c'est que moi j'ai envie que et c'est d'ailleurs le cas hein, que les personnes n'hésitent pas à nous contacter, enfin à me contacter, à me faire des retours, à débattre sur des sujets, voilà, ça permet en fait de créer une super proximité avec ses lecteurs. Après, il y a effectivement des personnes qui ont des newsletters personnels complètement à leur nom et qui sont les seuls writers. Moi, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Évidemment, j'ai écrit majoritairement les contenus au début. Aujourd'hui, c'est plus trop mon cas. Mais c'est sûr que ça crée je pense, une proximité. Et je pense que c'est aussi ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est de plus avoir entre guillemets affaire à des médias parfois qui paraissent très gros, très voilà, très processisés, etc. Où ils savent plus vraiment qui sont les plumes. Là aujourd'hui, la newsletter, encore une fois, c'est un super outil pour être proche de sa communauté, quoi. C'est clair. La communauté aussi, ça, c'est un sujet important.
parce que en creux de tout ça, en travaillant l'épisode, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je lisais un article de Eric Feng qui est chez Facebook, qui mettait qu'en en fait, en creux de ces newsletters, on sent le boom de la passion economy. En fait, qu'on retrouve en fait sur même pas au-delà de la newsletter, hein, mais l'émergence de plateformes comme Twitch, Patreon qui existe déjà depuis quelques années, hein, presque je sais pas 10 ans, mais peut-être pas loin aux États-Unis, Outschool, et dans un autre domaine, OnlyFans qui cartonne aussi. Ouais, Mais c'est exactement c'est ça, c'est vraiment la passion économie, ou parce que bon, toi t'es sur des sujets tech et business, mais j'ai vu des newsletters, il y en a vraiment sur tous les sujets et c'est très pointu. Et donc parmi au-delà de l'émergence, on parlait de l'infini des contenus, etc. La newsletter, c'est un super outil pour une communauté autour d'une passion, quelque chose de très très vertical. On est vraiment dans l'ultra verticalité dans une newsletter. ouais, complètement. Et puis c'est un phénomène qui est, je pense, effectivement plus large que ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, les barrières à l'entrée, en fait, ont sauté. C'est-à-dire que n'importe qui a une expertise ou qui a envie de raconter quelque chose, entre guillemets, elle a deux médiums incroyables pour s'exprimer. Le premier, c'est le code informatique. Donc, je veux créer une app dans ma chambre qui va potentiellement être utilisée par des millions, voire des dizaines de millions de personnes, ou alors l'écriture. Et la newsletter, c'est un outil très pratique pour des personnes qui sont spécialisées sur un domaine, de dire, bah voilà, je vais essayer de rassembler une communauté autour de tel ou tel thème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a plus du tout de barrière à l'entrée, que ce soit par les outils ou par le coût, ça permet en fait en fait, les médias sont en concurrence avec tous les writers indépendants qui peuvent se trouver sur Internet, quoi. Donc c'est sûr que ça C'est ça, parce que tout le monde peut le faire. En fait, même toi, tu le disais, t'es pas journaliste à la base, tu as eu l'intuition, bon, tu voyais un peu écrire de la prospective, mais tout le monde peut le faire. Exactement. Bon, Tout le monde potentiellement mmh, peut le faire, comme effectivement un musicien, voilà, peut lancer, enfin peut faire un tube à 1 milliard de vues sur en composant la musique dans sa chambre. C'est voilà, c'est l'époque des créateurs avec des outils qui sont en plus de plus en plus performants. Qui ne demande pas d'ailleurs d'être forcément hyper technicien, que ce soit dans la newsletter, dans la musique, voilà, dans le code. C'est pareil aussi pour tout ce qu'on appelle les outils du no-code, hein, qui permettent de lancer des produits sans savoir vraiment coder. Tout ça, c'est un mouvement qui est commun, c'est-à-dire le fait que les barrières à l'entrée sautent et que n'importe quel créateur peut apporter une valeur incroyable sans forcément avoir une équipe derrière et juste essayer de raconter des choses ou de produire des choses intéressantes pour une communauté précise, quoi. ouais, c'est clair, et ça fait vraiment en fait, penser, tu sais, il y a toutes ces marques qui sont lancées, ces e-commerce, c'est ce qu'on appelle les DNVB. Je sais pas si tu connais ce Ouais, bien terme, les Digitally Native Vertical Brands, type Zapo, enfin on en avait aussi une chez Cosa Vostra qui s'appelle Envoûté, et qui est en fait une marque qui s'est lancée sur le digital en adoptant day one les codes du digital avec le moins d'intermédiaires et un contrôle de la chaîne de fabrication. Et en fait, ce qu'on est en train de décrire sur la newsletter, c'est presque ça, en fait, autour tu parles de, en fait, quelqu'un qui maîtrise un peu le code, ou justement qui ne le maîtrise pas parce qu'en fait, t'as des outils comme le no-code qui te permettent de faire ton app, ton site, ce que tu veux sans code. T'as pas besoin d'autres rédacteurs. À partir du moment où tu connais un peu de son sujet, tu peux y aller. Monter de la newsletter, bah tu la crées, il suffit juste de le décider. Euh, Rassembler une audience, bah tu sais où la trouver. Mais en fait, c'est ça, t'as vraiment un peu un concept de et quand tu réalises ça, bon bah quelque part la newsletter, elle est presque qu'un support parmi d'autres, mais qui est le plus simple à mettre en place rapidement pour se lancer. Mais donc je voyais un vrai parallèle entre ces DNVB et donc ces DNVC de créateurs. sûr. Euh, je sais pas si tu le considères comme ça, si toi tu vois ça un peu comme ce business un peu désintermédié. T'es dans cette relation-là par rapport à ton business et ta Ouais, newsletter? ouais, non, totalement, totalement. Je pense que c'est effectivement nous, on a besoin de très très peu de choses pour opérer. Et c'est quand même assez formidable de vivre à cette époque-là. C'est que effectivement, nous, la distance entre les idées qui nous viennent sur ce qu'on a envie de raconter et la monétisation et de créer un business aujourd'hui rentable. Elle est aujourd'hui, la distance, elle existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'on pense à quelque chose, on envoie une newsletter le vendredi et puis il y a plus aucun intermédiaire.
enfin, on a des intermédiaires, on va dire techniques. On en parlera peut-être un peu après, comme les plateformes de paiement, etc. Mais on a plus besoin. Enfin, la distribution aujourd'hui, effectivement, c'est devenu une commodité. Donc c'est effectivement, je pense, un peu le constat duquel étaient parties toutes ces marques des NVB qui voulaient vendre en direct, par exemple en créant un compte Instagram et de se dire je vais vendre des matelas, je vais vendre des compléments alimentaires, je vais vendre n'importe quoi. Et ça c'est assez formidable. Après je pense que c'est effectivement génial que ces barrières à l'entrée et sauter. Après, le corollaire de ça, c'est évidemment que il y a de plus en plus de concurrence et pour se différencier et de faire, de trouver ce qu'on appelle un product market fit, ça a pas changé quoi. C'est toujours évidemment très compliqué. Il faut énormément travailler son produit, connaître son audience, etc. Aujourd'hui, c'est super que tout le monde puisse se lancer. Et d'ailleurs, on le voit avec les dizaines et les dizaines de newsletters qui se lancent tous les jours, notamment en France. Après, bien sûr, la question c'est combien vont tenir, combien vont trouver un modèle rentable, parce que après, c'est à partir de là que les ennuis commencent entre guillemets quoi. Une fois qu'on a lancé, il faut développer quoi. Ouais, qu'est-ce que t'en fais au-delà de la passion? On parlait de passion, de l'économie de la passion. C'est vrai que c'est bien, mais bon, c'est assez marrant. Alors t'es peut-être un peu jeune, tu l'as pas vécu, mais vraiment l'explosion des blogs, on est vraiment un peu là-dedans, dans une espèce de se dire, il y a un terrain vierge, un peu comme le podcast hein, quelque part. Ah ouais, bien T'as sûr. une explosion de l'offre parce que en fait c'est assez simple à mettre en place et puis comme c'est nouveau, t'as une audience qui marche assez vite. Bon, il faudra le temps peut-être fera ce tri entre les professionnels, le chemin qu'en tout cas toi et tu prends, puis plus après les passionnés ou ceux qui trouveront pas leur public, ce fameux product market fit dont tu parles, qui vient vraiment du monde de la startup, qui est assez juste. On en parlera par la suite, mais voilà, ce sera intéressant de voir quand même comment tout ça peut être appréhendé par des médias traditionnels. On le voit, hein, tu vois, je faisais quand même le tour. Les gros médias français ont des newsletters maintenant thématiques. Évidemment, le New York Times fait ça extrêmement bien, et puis tu sens des vraies plumes. Mais je sais pas à quel point ils ont déjà adopté tous ces codes de frugalité techno, etc. Ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Voilà, donc ça c'était ce premier un peu temps. Donc ce boom existe, hein, on les a pas tous cités parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y en a des centaines qui se lancent et notamment sur une plateforme qui est Substack, hein, dont on parle, une plateforme américaine qui permet en fait justement de se lancer en quelques clics. Je sais pas si vous avez démarré là-dessus, tu nous le diras. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Non, ouais, parce qu'il y a un gros sujet. C'est vraiment Substack pour moi qui est un peu la tête de pont de toute cette industrie-là. Mais il y a en fait, c'est presque une excuse parce que plein d'autres modèles existent. Là, c'est vraiment la simplicité. Juste avant d'être sur ce modèle éco et techno, le parcours, je te laisse à signaler que vous avez été incubé à The Family. Ouais, C'est ça? alors The Family comme tu connais peut-être, c'est pas vraiment un incubateur, c'est-à-dire qu'ils ont pas un programme Non, c'est pas eFounders non voilà, plus, ni le Tank Media pour revenir sur des incubateurs de médias plus traditionnels en tout cas. ouais, Paix à son âme, d'ailleurs. voilà, exactement. Ils ont pas de programme d'incubation, donc on est toujours effectivement dans le portefeuille de The Family qui nous accompagne depuis pas très longtemps après la création. Je crois qu'on était rentré peut-être 3-4 mois après la création de la newsletter, la première newsletter Planète, donc d'actualité tech et Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement c'est des moyens, c'est un réseau. Oh, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est évidemment. Je pense que c'est surtout un état d'esprit. Moi, c'est ma première boîte. Je pense que voilà, The Family, ils ont fait un gros travail sur l'éducation à l'entrepreneuriat et faire bouger les lignes, notamment dans l'écosystème français et puis aussi européen. Donc c'est pas mal un état d'esprit. Voilà, le fait de commencer aussi à avoir évidemment les premiers abonnés à la newsletter, de tester son produit sur une communauté qui en plus moi était celle que je visais en tant que lecteur, enfin en tout cas mes lecteurs c'était quand même des personnes de ce réseau-là. Et puis après c'est de l'accompagnement tout au long un peu de l'histoire. Il se passe toujours évidemment plein de trucs dans l'histoire d'une boîte avec des moments sympas, des moments moins sympas et The Family je pense que c'est un allié important dans ces moments quand on a des réflexions, des questions, quand on doit passer à la prochaine étape, etc. Voilà, c'est plutôt cet accompagnement là tout au long de l'histoire qui nous ont apporté. Puis une espèce de caution aussi quand tu fais une newsletter sur les tendances tech business, être passé par The Family en France, ça a quand même du poids.
Ça Ouais, veut ouais, besoin de te dire quelque chose. je pense. Après, très honnêtement, je sais pas si les gens nous identifient, enfin, savent vraiment qu'on fait partie. Non, peut-être ouais, non, Mais peut-être dans le microcosme, en tout cas, de l'écosystème des startups, c'est etc. possible. Ouais. Mais voilà, c'était intéressant parce que bon, il y a des incubateurs médias, mais plus traditionnels. Donc j'étais un peu curieux de voir ce qu'avait apporté The Family là-dessus, au-delà du réseau puis de l'expérience de start-upper Je pense qui est que assez évidente. Mais ce qu'ils apportaient sur le côté média, mais peut-être rien au final. C'est plus ouais, quoi ça, tu savais quoi faire d'un point de vue en média. fait, ouais, je pense que, en fait, le côté média, effectivement, The Family n'a rien apporté de particulier parce que c'est pas ils sont pas spécialistes de tel ou tel secteur. Bien sûr, ils ont des intuitions comme tout le monde et comme ils ont vu passer énormément de boîtes dans leur portefeuille, ils ont évidemment des connaissances parfois un peu plus précises sur tel ou tel secteur. Mais moi, je recherchais pas vraiment un accompagnement média parce que en fait voilà, le produit newsletter ça reste un produit qu'il faut faire grossir avec un business d'abonnement. Et aujourd'hui, moi, je regarde aussi beaucoup de techniques, par exemple, que s'appliquent les SaaS pour leur business. Alors pourtant, ça n'a absolument rien à voir avec les médias, mais ça reste un business d'abonnement. Ou alors les applications mobiles qui sont aussi pas mal sur de l'abonnement. Et j'envisage Alors, plutôt qui sont tes modèles justement alors peut-être sur les newsletters, est-ce que tu suis un peu de près certaines newsletters au-delà du média, vraiment sur le côté modèle économique, développement? Tu as ouais, des bien rôles sûr. modèles un peu dans les newsletters? Ouais, alors elles sont beaucoup outre-Atlantique. Il y a beaucoup de newsletters américaines qui marchent très très bien. Bon, pour plein de raisons, hein, mais déjà les Américains, je pense qu'ils ont un rapport à l'information qui est très différent du nôtre. En France et même en Europe, ils en consomment énormément. Les tech and business news, je pense la tranche d'âge des 20-45 ans, je pense que pareil, ils en consomment énormément. Donc je suis pas mal de newsletters. On est abonné à, honnêtement, je saurais même pas te dire, mais je pense plus de 150 newsletters pour aussi faire notre veille. Mais non, là très récemment, il y a eu le rachat donc de Morning Brew, qui est une newsletter d'actualité, Ouais, par Business Insider. exactement, par Business Insider. Donc moi, j'ai suivi évidemment un petit peu ce modèle-là. Je m'intéresse aussi. Je te souhaite le même avenir, hein. La valorisation de mémoire, c'était 75 millions de dollars, je crois, Ouais, au bout de c'était 5 ans. gagnant. Je sais pas si ça arrivera en France à un moment, mais bon, peut-être. Hein, je pense qu'effectivement, c'est des. Commence à écrire en anglais peut-être. Ouais, ouais, bah ça, on pourra en parler évidemment après, mais Ouais, j'imagine que vous êtes déjà posé la question. Mais voilà, c'est ce type de newsletter. Mais c'est vrai que ils ont quoi? C'est 10 ans d'avance qu'ils ont là-dessus, ou tu penses que c'est pas une question d'années d'avance, mais c'est de rapport à l'information? il y a les deux. Pourquoi tous ces modèles, toutes ces grandes newsletters, viennent systématiquement des US? Ouais, alors évidemment, nous évidemment on va essayer de prouver qu'on est capable de faire des jolis produits de médias en France et en Europe, parce que c'est clairement notre objectif. Aujourd'hui, on est en train de commencer déjà à remplir un pari qui n'était pas donné, c'était de faire payer des gens un pricing. Donc Magma, qui est une newsletter à 20 euros par mois, on arrive à faire payer les gens, et Dieu sait que aujourd'hui le contenu était un peu voilà, c'est compliqué en France de faire payer les gens sur le contenu. Donc on est sur cette voie-là. Je pense que il y a deux choses. Évidemment, les Américains, à mon avis, sont un petit peu en avance sur la newsletter. Ça, c'est clair et net. Quand on voit le New York Times qui arrive à générer je ne sais plus combien de chiffre d'affaires avec une newsletter sur la cuisine qui s'appelle NYT Cooking. Je crois ils doivent avoir 150 000 abonnés ou 200 000 abonnés à cette newsletter. Bon, c'est 5 euros par mois, mais je pense que ça montre quand même qu'il y a une certaine avance. Et puis, il y a aussi, à mon avis, le rapport à l'information qui est différent. Beaucoup de newsletters américaines, c'est assez marrant de voir ça, mais ils sont des newsletters quotidiennes. Aujourd'hui, nous, enfin, de notre expérience, Planète, on était quotidien, on a été newsletter quotidienne pendant un bon moment, et en fait, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de gens qui se désabonnaient parce que quotidien c'est trop, parce que avoir trop d'emails dans sa boîte mail ça pollue énormément. Donc les gens nous écrivaient en disant je me réabonne si jamais vous faites un rythme moins élevé. Enfin, je pense qu'il y a des Ça, sensibilités. c'est assez intéressant, mais c'est vrai que tu as ce sentiment quand tu les lis pas Que t'es que tu dépassé, en perçois fait. pas la valeur de ton abonnement, en tout cas. Tu te dis que tu es en train Exactement. de gâcher un peu. Totalement. Et puis, et d'ailleurs, c'est pour ça que sur la newsletter Planète gratuite, on avait décidé de passer 3 fois par semaine, et maintenant on est hebdomadaire carrément, parce que on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'écrire tous les jours, que finalement, c'est un truc assez bizarre, mais plus on envoie de newsletters, plus parfois, enfin, le taux de désabonnement augmente. Alors bien sûr, il y a aussi de la viralité, bien sûr, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin de raconter des choses tous les jours. Euh,
et que c'était pas forcément en accord avec nos valeurs. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu les deux, quoi. Il y a la consommation de l'information qui doit être assez différente, et aussi le fait qu'ils soient en avance. Il y a des newsletters. Moi, je m'intéresse à pas mal aux newsletters de niche, pour regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire. Tu vois, je te donne un exemple assez incroyable, une newsletter qui s'appelle le Van Trump Report. Donc rien à voir avec Donald Trump, c'est un agriculteur américain de Pennsylvanie qui doit avoir 65 ans, qui a créé sa newsletter il y a une dizaine d'années, qui s'appelle donc lui s'appelle Monsieur Van Trump, et en fait il donne tous les matins plein de news et d'insights sur l'agriculture aux États-Unis. Donc ça peut être donc comment vont les marchés, le prix du blé, les dernières innovations, les dernières décisions politiques, etc., etc. Et ce Van Trump Report, ils ont 50 000 abonnés à $60 par mois. Donc je te laisse faire le calcul du revenu avec une équipe de 7 personnes ou 6 personnes. Donc c'est absolument colossal. Et en fait, c'est juste que voilà, il a travaillé son produit et son expertise, et il est allé creuser très 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 profond. Et en fait, c'est devenu la référence aujourd'hui. Il y a énormément de personnes, que ce soit des membres du Congrès américain ou simplement des agriculteurs qui sont dans leur exploitation, qui lisent ce Van Trump Report et qui sont abonnés parce que c'est devenu un essentiel, quoi. Et il y a beaucoup de modèles. J'ai l'impression que dans les recettes de succès, là je me trompe, mais c'est plus parce que c'est souvent et je sais que TTSO, Time to Sign Off, le fait, mais dire qui lit la newsletter avec un peu de name dropping, souvent c'est une des recettes du succès des newsletters. Je sais pas si je me trompe ou si t'as remarqué à chaque fois ce truc-là. Bah, je pense que le name dropping, à mon avis, reflète simplement le fait d'aller chercher une niche, parce que enfin, ça dépend évidemment du modèle. Prouver on est les meilleurs dans cette niche, quoi, et que Exactement. on est lu par telle et telle personne qui sont tellement référentes que le contenu doit être bon si on est lu par telle personne. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est effectivement ça. Après, bien sûr, ça c'est pas forcément applicable à toutes les newsletters, parce que là, je parle sur Non, 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 mais exemple, tu vois. c'était marrant d'entendre ça, quoi. Ouais, exactement. Hem, très clair, ouais, donc bon, sur les États-Unis, après voilà, l'idée, c'était pas de s'appesantir non plus effectivement que là-dessus, mais de voir, en tout cas un petit peu, ces tendances et ce que toi tu regardes. Tu disais donc que tu écrivais au début la plupart des articles. Tu as pris un associé, donc quelqu'un, je crois que c'est Kevin, hein, c'est ça, qui Ouais. t'a rejoint, hem, heu heu, comment est-ce que tu t'organises un peu ton workflow de travail, tant en termes de techno, mais qui écrit les articles, combien de temps ça te prend la recherche? Parce que tu le disais, il faut être pointu dans le contenu. Tu parlais de Ouais. le Van Trump Report, et cetera. S'il est lu et que les gens payent, c'est que c'est un contenu pointu qu'on ne va pas trouver ailleurs. Parce que je pense qu'un des drames de l'info, notamment en France ou en anglais, hein, donc des langues où il y a beaucoup de concurrence, Ouais. bah, c'est que tu as beaucoup de fois le même contenu, partout, ce qui fait que tu te dis des fois, bah, je vais pas forcément m'abonner parce que, je prends un exemple, si je vais pas m'abonner au Monde parce que si j'arrive pas à lire l'article, bah, en fait, je vais le trouver sur 20 minutes, par exemple. Exactement. Donc il faut un contenu qu'on ne trouve pas ailleurs, le plus pointu possible. Donc combien de temps ça te prend en fait d'écrire, ces articles? Là, on se parle de 1 fois par semaine. Est-ce que c'est 5 jours, d'écriture pour en arriver là? Est-ce que c'est plus de temps? Enfin voilà, je te laisse un peu répondre sur l'organisation de qui peut être différente peut-être entre Planète et Magma. Ouais. Alors c'est une bonne question, parce que c'est évidemment un truc qu'on continue à travailler aujourd'hui, et ça va être enfin, ça va être évidemment très important pour la suite. En fait, c'est assez simple. Donc préalablement, donc à Magma, qui est notre newsletter payante, qui donne voilà, des tendances business et des opportunités, pour le coup là vraiment exclusives, que c'est de la recherche propriétaire. Avant, on avait eu tout le Et c'est travail assez dingue. On est abonné, juste, je tiens à le dire pour ceux qui écoutent, c'est vraiment une super newsletter. C'est une de celles que je lis, de fond en comble, même si ça me prend 10 minutes. bah, Elle est vraiment chouette. Ouais, donc voilà, en fait, préalablement au travail de Magma, en fait, on avait eu évidemment l'expérience Planète. Donc Planète, ça nous a appris évidemment beaucoup de choses. C'est avoir trié nos sources. Donc ça, c'est et trouver des nouvelles sources. Donc ça, on a vraiment pendant jusqu'à maintenant d'ailleurs, grâce à l'actualité et toutes les news qu'on devait écrire d'actualité dans Planète, on a eu énormément de découvertes de comptes Twitter, de sources, qu'on a vraiment tout rationalisé. Donc voilà, on a un Feedly hyper qualitatif, des fils Twitter pareil qu'on a vraiment travaillé, etc. Donc il y a eu toute cette partie vraiment curation.
Ça, c'était très important. La deuxième chose, c'est évidemment la partie écriture. Donc, on a trouvé notre ton, trouvé notre format, trouvé le bon niveau de détail dans est-ce qu'on fait des paragraphes de 10 lignes, 5 lignes, est-ce qu'on met 100 liens par newsletter, est-ce qu'on en met 20, est-ce que voilà, tous ces trucs-là, c'est des trucs auxquels on a Tout ça, vous l'avez testé. tout ça, on l'a testé. On a aussi regardé, voilà, avec des données, quoi. Où est-ce que cliquent les gens, enfin, quels sont les liens les plus cliqués dans la newsletter? Est-ce que si j'ai une newsletter qui est vachement cliquée, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'engagement? Où en est le taux d'ouverture, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment les gros learnings. Et puis C'est après, quoi le taux d'ouverture d'une newsletter comme Magma payante? alors payante, c'est 90%, parce que les gens, quand même, ils payent 20 euros par mois. Aujourd'hui, on a 650 abonnés payants, donc voilà, on a 90% des gens à peu près, ouais, sur toutes les newsletters qui l'ouvrent parce que les gens payent. Et de toute façon, aujourd'hui, on vient de sortir notre plateforme Magma qui permet de retrouver tous les contenus de façon assez simple. Donc, si quelqu'un, voilà, loupe une newsletter, il a pas cette petite voix dans la tête qui lui dit, oh là là, t'as loupé une newsletter, t'es en retard, t'es en retard. Il peut aussi consommer nos contenus en asynchrone au cas où, voilà, il n'ait pas eu le temps de la lire au moment où elle a été envoyée, quoi. Ouais, qui sont des contenus en plus assez froids ou tièdes. Enfin, dans le sens où on est sur de la veille, des signaux faibles, la Ouais, prospective. ouais. Alors, Tu peux lire des choses qui ont été publiées il y a un mois qui sont toujours oui, oui, valables. voilà, On exactement. n'est pas dans un Brief Me, pour les citer quand même, aussi quelques newsletters françaises aussi Ouais, payantes, Brief Me, où t'es vraiment, où le TTSO gratuit, sur le modèle de sponsoring, où bon bah si tu l'as pas lu, tu vas pas aller relire celle d'il y a 2 jours, elle a plus aucun intérêt. Vous, exactement. ça a du sens de revenir un peu dans vos archives, voire d'analyser comment ça s'est réalisé versus vos prédictions. Ça peut être aussi assez intéressant de faire Exactement. des Exactement. retours sur certains sujets. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, enfin moi, évidemment, on est un média parce qu'on produit du contenu, mais moi, je nous pense plutôt, on va dire enfin en tout cas Magma comme vraiment de la recherche, quoi. C'est pas vraiment du média. On n'est pas du tout dans l'actualité. Alors bien sûr, on essaie de toujours déceler des signaux faibles et des choses qui sont hot en ce moment, bien sûr, mais ça reste quand même de la recherche. Et effectivement, nous, les personnes peuvent aller fouiller sur notre site, trier enfin, ils vont bientôt pouvoir le faire par secteur d'activité, parce qu'on traite évidemment de tous les domaines d'activité. Etc. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, donc ça c'était le deuxième gros point, c'était évidemment travailler l'écriture et le produit. Et puis en fait, bah quand ça fait 3 ans, comme ça fait 3 ans qu'on écrit, on a aussi gagné évidemment énormément en expertise, en créativité, en regardant, enfin en sachant là où regarder, où étaient les signaux faibles et les business les plus prometteurs. Et ça c'est un travail de longue haleine et ça prend une vie, on va dire. Nous on se considère pas du tout en tant qu'expert, mais on a acquis voilà une agilité qui nous permet de flairer un petit peu évidemment là où ça c'est intéressant de creuser. Et donc il y a eu tout ce travail préalable et c'est grâce à ce travail préalable de Planète évidemment que Magma a pu voir le jour. Et aujourd'hui notre organisation, donc pour lancer le produit Magma, c'est moi qui l'ai fait tout seul, donc j'écrivais vraiment toutes les newsletters et tous les contenus tout seul pendant à peu près 3 mois. Ensuite, mon associé qui était pas mal sur la partie Planète a commencé, donc Kevin a commencé à écrire beaucoup aussi sur cette partie-là. Et aujourd'hui, on est dans une logique où voilà, on a envie de créer un écosystème de talents et d'analystes qui sont des gens qui écrivent pour notre newsletter. Donc depuis 3 mois, on commence à bosser avec des freelances qu'on a chassés nous-mêmes et qu'on trie un peu sur le volet pour nous aider à rédiger les contenus Magma. Mais sachant qu'il y a quand même encore Et donc, payé à la pige, vous restez, ça reste des freelances, il y a pas de recrutement. Exact. Alors ça c'est potentiellement en cours. Ça c'est sûr que on est aussi en train de regarder pour pouvoir recruter potentiellement à plein temps. Aujourd'hui c'est effectivement à la pige. Voilà c'est un. Ce qui est bien, attention, moi je trouve ça très bien. Je prône toujours dans les médias le plus de frugalité possible. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut effectivement Ouais, non, non, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a des avantages et recruter des à tout va. inconvénients. C'est comme tout. Il faut regarder. Nous, aujourd'hui, c'est un modèle qui est pas mal. Après, voilà, comme nous, on fait encore une fois de la recherche, voilà, ça ferait sens aussi d'avoir des personnes, voilà, à plein temps qui permettraient d'organiser tout ça, de produire encore plus de contenu exclusif, etc., etc., parce qu'on a évidemment plein de choses à explorer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est notre organisation. Donc, il y a une partie qui est rédigée par des freelances, et puis l'autre qui est toujours rédigé par mon associé et moi. Ouais.
Ouais, merci. Et en termes de techno, tu l'évoquais. Donc là, vous allez vers un site. Donc Ouais. c'est Alors, tu sens qu'il y a un besoin. Alors, est-ce que c'est propre à vos contenus ou est-ce que tu sens que c'est une espèce d'évolution normale où quand tu commences à avoir une newsletter qui marche et que tu as une audience, une communauté, en fait, je tu pense sens que vraiment que c'est ouais, je dirais qu'il n'y a pas de recette en fait. Si tu veux, je pense que c'est très propre au business que tu fais. Nous, on sait que, alors juste pour te dire un peu la configuration technique, puisque je pense que ça peut servir à deux gens. Tu parlais de Substack tout à l'heure. Substack, nous, on l'utilise pas personnellement. En fait, Substack, évidemment, nous, on est à fond derrière leur mission, et je trouve que ce qu'ils sont en train de faire, c'est super parce que ça permet justement de faire sauter plein de barrières à l'entrée. Et c'est absolument génial. Le problème avec Substack aujourd'hui que nous on trouve, et c'est peut-être d'ailleurs des problèmes qui vont régler à l'avenir, c'est que la première chose, c'est que toutes les newsletters Substack se ressemblent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun d'un point moyen. de vue template, le design, tu veux dire, hein? Exactement. Au niveau du design, toutes les newsletters se ressemblent. Et le problème, c'est que comme il commence à quand même y en avoir un paquet des newsletters, en fait, il y a pas mal de personnes qui parfois ne s'y retrouvent plus, quoi. Quand ils reçoivent une newsletter, ils savent plus vraiment qui leur envoie. Ils l'ouvrent, ils ont le même format qu'une autre newsletter auquel ils sont abonnés, etc. Moi, j'ai fait le choix, et je pense que c'est peut-être le fait que j'ai fait du produit avant, hein, mais je voulais vraiment quelque chose de customisé, vraiment vouloir avoir totalement la main sur quelle gueule a ma newsletter, comment elle est organisée, si j'ai envie de mettre du relief, pas de relief, des couleurs, pas de couleurs, etc. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir un truc customisé. Donc aujourd'hui, on travaille avec Mailchimp, qui est un outil que tout le monde, enfin voilà, que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est un outil qui est né il y a quand même pas mal de temps. Et pour notre template, nous, on a fait carrément développer par un développeur spécialisé des emails un template customisé que moi j'avais imaginé pour avoir quelque chose qui nous permette de rajouter des sections qui a à peu près la même tête à notre guise. En plus moi j'ai pas mal de notions de code aussi, donc ça me permet d'être agile avec ça. Ça c'est la première chose. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant notre newsletter qu'il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui nous disaient non mais en fait ce qui est justement bien avec vos contenus, et comme c'est de la recherche, on aimerait bien aller pouvoir fouiller dans tous les signaux sur une plateforme plus clean, etc., etc. Et c'est pour ça en fait, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé vraiment de faire un vrai site avec un login qui est propre à chacun de nos utilisateurs, etc., pour qu'ils puissent retrouver nos contenus très très facilement. Et là, on se sert d'une plateforme qui s'appelle ghost.org, qui est vraiment une plateforme que je recommande chaudement parce que c'est vraiment extraordinaire. En fait, c'est un CMS qui permet de gérer donc des business d'abonnement. Donc en fait, quand vous créez du contenu et que vous voulez faire payer des gens pour ce que vous écrivez, ghost.org, c'est un produit qui est parfaitement fait pour ça. Et là Pourquoi aussi, c'est plus simple que de faire un simple WordPress derrière un login mot de passe? alors c'est d'ailleurs Ghost.org, c'est pas vraiment login mot de passe, c'est login mais avec un lien sécurisé par email. Donc ça c'est très pratique pour éviter justement que les gens se refilent les mots de passe, qui est un gros problème des médias français, et d'ailleurs pas que des médias, hein, mais de Netflix, etc. C'est qu'aujourd'hui nous sur notre site, c'est si tu veux te connecter, tu rentres ton adresse email et tu reçois un lien pour te connecter dans ton adresse email. Donc ça. À chaque fois, à chaque connexion, je dois passer par l'email. Alors je crois que le lien est actif 48 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais c'est un peu comme Slack. Slack, ils ont aussi cette espèce de système là. Ouais, un magic login, ouais, où Exactement. tu mets juste ton mail et puis tu reçois des trucs, t'es connecté. Ce qui est Exactement. effectivement un bon moyen de contrôler, d'éviter que les gens s'envoient les codes. Exactement. Bon, ce qui fait un peu partie du jeu aussi, quelque part, de découverte d'un contenu. Je pense que les gens sont quand même de plus en plus enclins à... Ils ont compris, je pense, les gens, que le contenu de qualité avait un prix qu'il fallait Non, non, payer. bien sûr, non, non, honnêtement, c'est évidemment pour bloquer ça, aussi parce que les mots de passe, on s'en rappelle parfois jamais, donc c'est bon, on peut les enregistrer, etc. Donc c'est Ouais, quand même assez pratique. Et de toute façon, nous, si jamais les gens veulent découvrir notre contenu, enfin, nous, on sait que les gens se forwardent certains de nos emails. Et on les bloque, on les bloque pas parce qu'on sait que si une personne, si on m'a forwardé un email Magma et que j'adore, je vais pas attendre que cette personne-là me le forward à chaque fois, je vais finir par m'inscrire en fait. c'est Donc ça, voilà. c'est la circulation un peu du contenu, puis ça augmente. Vous êtes encore dans une phase où plus les gens vous découvrent mécaniquement, plus vous aurez d'abonnés. Donc Exactement. Ghost pour le site. Ouais.
Et du coup, D'accord. ça marche très bien ensemble. Donc en fait, pour terminer sur le côté technique, c'est très simple. C'est donc Mailchimp pour les emails, qui est lié à Ghost, qui est lui-même lié à Stripe, donc notre plateforme de paiement. Et tout ça marche de façon automatisée ensemble. Voilà, on a juste à poster nos contenus sur le site, mais si les gens peuvent gérer leur abonnement directement depuis la plateforme, qui est aussi synchronisée avec Mailchimp, etc., etc. Quoi. Donc on a une infrastructure là qui est prête, qui est évidemment très perfectible sur plein de choses, mais qui est prête à scaler, quoi. Ouais, hyper agile, hyper simple, que tu vous maîtrisez. C'est toi qui mets un peu les mains dans le cambouis, tout ça, tu le fais toi-même? Ouais, alors beaucoup évidemment, c'est moi qui défriche beaucoup de choses. Après, là en l'occurrence, c'est pareil pour Ghost.org. Si tu veux faire quelque chose de vraiment à ton image et de customiser avec ton propre process, un peu de voilà de connexion, d'inscription, etc. Moi, j'ai quand même pris un développeur, d'ailleurs quelqu'un de la communauté Magma, qui nous a vachement aidé là-dessus, qui a vraiment voilà customisé un petit peu tout ça pour que tout marche bien ensemble. Mais j'avais défriché moi-même, et puis ensuite il faut quand même une petite couche de développement pour avoir quelque chose de custom, quoi. Ok, donc ça c'est intéressant. Fait que donc, Ghost, Mailchimp. Donc toi, tu as évité Substack pour les raisons un peu plus de personnalisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais démarrer, si quelqu'un vient te voir en disant je suis passionné, je sais pas, en musique, je vais lancer musique classique, je vais lancer ma newsletter, tu l'enverrais vers Substack quand même? Ouais, honnêtement, le but c'est vraiment de lancer le produit le plus rapidement possible. Donc en fait, c'est vrai que Substack pour ça c'est super, quoi. L'inscription se fait en 5 minutes. Il suffit de partager le lien sur les réseaux d'inscription à la newsletter et puis c'est parti. Le but c'est surtout de trouver quelque chose et un produit qui plaît aux gens. Donc évidemment, plus vite le produit est lancé, mieux c'est. Et je pense qu'au tout début, il faut pas s'embêter à se dire tiens, est-ce que je vais avoir besoin de quelque chose de custom, de pas custom? Aujourd'hui, enfin, au début, je pense que ces questions-là vraiment sont pas valables, en fait. Le but, c'est juste voilà, trouver quelque chose qui plaît aux gens, qui fonctionne, et puis ensuite toutes les questions de développement, de plateforme, etc. Il y a plein de choses qui existent, mais je pense que c'est dans un second temps que ça arrive, quoi. C'est très très start-up hein, comme discours. Hein, bon, tu t'en rends compte probablement, mais c'est rigolo et moi je trouve ça très bien. C'est vrai que par rapport aux médias où peut-être le temps un petit peu plus long de lancement, où on peaufine, etc. Toi, Ouais, tu peux en mais je fait, pense on que s'en c'est fout pas un les peu mêmes de la enjeux. technique. Lance-toi, lance ton contenu, même dans ton Gmail, s'il faut commencer en mettant les gens en blind copy, et puis il sera toujours temps d'améliorer tout ça si le contenu est bon. Ouais, bien sûr. Et puis, enfin, je pense que effectivement, ça paraît très start-up, mais en fait, je pense que c'est la manière de procéder la plus saine aujourd'hui. C'est juste d'avoir un produit que les gens adorent, parce que là, on parle quand même de B2C, hein, donc enfin, on a des entreprises clients aussi, mais c'est majoritairement B2C. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre objectif jusqu'à très tard dans l'histoire, c'est d'avoir ça. Et d'ailleurs, quand on regarde l'exemple de Morning Brew, eux, ils ont attendu personne. Hein, ils sont pas embêtés avec une infrastructure énormes, etc. Je pense que je sais pas sur quel logiciel ils sont, mais à mon avis, ils doivent être sur Mailchimp ou un équivalent. Ils ont lancé leur newsletter et puis ensuite ils ont développé au fur et à mesure un site internet qui référence toutes leurs newsletters, etc. Mais au jour 1 de leur aventure, je pense que vraiment c'était une équipe de quelques personnes qui écrivaient des news et qui se sont dit tiens ben on va lancer ça, et aujourd'hui on voit qu'ils se font racheter 6 ans après 75 millions de dollars, quoi. Donc parce que leur Ouais, produit plaît. Donc ouais. voilà, nous Donc on est c'est vraiment le contenu quoi. voilà, Et contenu, et puis ensuite enrober le produit évidemment au fur et à mesure quand même. exactement, une belle histoire. Tu as lancé donc Planète en gratuit et Magma 2 ans plus tard, à peu près en payant. Tu referais pareil aujourd'hui? Toi, qu'est-ce qui a décidé un peu le modèle, en se disant, hem, Bah gratuit ou payant? Comment ouais, tu places le curseur et si tu devais le refaire aujourd'hui? ça c'est une question assez compliquée. En fait, là aujourd'hui, si je devais relancer une newsletter, je pense que je choisirais le payant directement. Mais évidemment, pour lancer quelque chose de payant, il faut quand même avoir quelque chose à raconter et avoir apporté une valeur ajoutée aux utilisateurs. Moi, à l'époque, très honnêtement, il y a 3 ans, je me voyais pas faire payer un contenu parce que honnêtement, je pense que j'avais pas du tout encore défini ma ligne éditoriale, ce que j'aimais faire, ce pourquoi les gens étaient prêts à payer, où est-ce que j'aimais aller creuser, etc. Donc moi, la newsletter gratuite au début, c'était aussi voilà, ça fait partie de l'histoire de la boîte Planète, et il fallait se faire la main, il fallait réunir une communauté de personnes, etc. Là aujourd'hui, au niveau des modèles économiques,
en gros, il y en a deux, hein, si on fait un schéma. Il y a des newsletters gratuites qui se monétisent par du contenu sponsorisé, donc voilà, pour une communauté très précise, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans Planet. Et il y a les newsletters payantes. Ce que j'observe, c'est que le modèle des newsletters avec publicité, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ça suppose quand même d'avoir une base de données de énormément de personnes pour que ce soit quand même un business rentable. Ou alors jouer sur le côté hyper qualifié. Hein. Je parlais de tes Ouais, bien persos sûr. tout à l'heure, hein, qui, Ouais, mais je perso, pense que c'est un business ça ultra rentable. Bon après, c'est du temps. Il est pas arrivé il y a un an non plus sur le marché. Hein. exactement, c'est du temps, et puis on parle quand même de, je sais plus, il doit y avoir peut-être plus de 100 000 personnes, donc c'est quand même une base de données pas mal. Après, ça dépend un petit peu de la vision, je pense, de la boîte. Moi, je pense que le modèle payant, c'est un truc incroyable parce que aujourd'hui, on a construit une newsletter payante, mais au-delà de ça, on construit donc cette plateforme où on va mettre du contenu exclusif. Donc, tu vois, par exemple, des petites masterclass avec des intervenants sur des domaines très spécifiques. On a aussi une communauté qu'on a créée à côté avec des personnes qui se parlent toute la journée. Donc, beaucoup d'investisseurs, de créateurs, d'entrepreneurs, etc. La newsletter, nous, c'est on va dire, c'est le visage découvert de tout le produit Magma qu'on propose. Donc Ouais, c'est la vitrine, c'est le produit un peu bien exactement. léché. Mais sur la communauté, ça m'intéresse vachement. Tu avais ça en tête au début. Est-ce que tu t'en rends compte? Parce qu'effectivement, donc faut sur Magba, il y a un Slack, il y a la plateforme maintenant dont tu parles. Et sur le Slack, plusieurs centaines de personnes, c'est ça, sont sur le Slack? Ouais, exactement. 650 à peu près personnes, ouais. Donc la newsletter, c'est ton produit d'appel et toi, ce que tu vends maintenant, c'est de la mise en relation qualifiée. Peut-être je pousse un peu Ouais, alors c'est un je peu pousse un plus peu, que mais c'est un peu ça, c'est vers là que tu vas. Tu parlais tout à l'heure en préambule quand on discutait de connect the dots. C'est ça que vous faites. Et comment est-ce que tu shifts un peu la mission de Magma? alors, je sais pas si on shift la mission, mais en fait, là, c'est pareil. On a vraiment observé ce qui se passait. Au début, on envoyait des newsletters payantes donc à nos abonnés, puis on s'est rendu compte qu'on recevait beaucoup d'emails et qu'il y avait plein de gens qui nous demandaient ah tiens, c'est intéressant cette opportunité. Moi, je suis en train de réfléchir à ça en ce moment. Est-ce que tu connaîtrais pas des personnes dans ta communauté qui potentiellement pourraient être intéressées pour lancer un business, qui cherchent un associé ou quoi que ce soit. Donc, on a recommencé à recevoir beaucoup d'emails comme ça. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bon bah, je vais mettre toutes ces personnes dans un endroit commun. J'ai ajouté une section dans la newsletter qui s'appelle Community News. Donc c'est voilà les news de la communauté. Je cherche un associé, je cherche à revendre ce business, je cherche à recruter, je viens de lancer tel ou tel produit. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de personnes justement qui arrivaient qui se parlaient et qui sont des gens qui se parlaient pas forcément en temps normal. Donc aujourd'hui, c'est pas, on va dire que la mission, on n'a pas envie de monétiser exclusivement pour l'instant cette mise en relation de personnes. En revanche, effectivement, c'est une des parties importantes du produit Magma aujourd'hui, c'est quand même cet aspect communautaire, ça c'est clair et net, et je pense que ça deviendra d'autant plus important que il y aura de plus en plus de personnes et qu'on va essayer de structurer un petit peu toute cette communauté, parce que c'est un peu le problème de Slack, c'est que plus il y a de personnes, plus il faut réussir un peu à structurer voilà les débats, la prise de parole, bien structurer le Slack pour que ça devienne pas une usine à gaz, mais c'est sûr que ça fait évidemment partie de la proposition de valeur de Planète, et puis ça pourra donner lieu à des développements peut-être futurs, voilà, c'est sûr que là on Ouais, fait un réseau quoi. événementiel, etc. On peut imaginer vraiment plein de choses. Hein. Exactement. Ça peut être assez fou. Alors pour info, il y a dehors les espaces verts qui sont en train de passer. Et donc il y aura peut-être un peu un bruit de fond pour ceux qui écoutent. Ok. Je te préviens. Ouais. Donc c'est un vrai business qui évolue avec ses communautés. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai contacté Pierre Cirignano du Monde avec qui j'avais enregistré. Donc tu vois ça fonctionne bien ces mises en relation. Ça c'est plutôt cool. Ouais. Aujourd'hui vous faites de l'acquisition ou est-ce que c'est le bouche à oreille qui suffit? Comment ça marche un petit peu là, ton développement d'audience? Aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, clairement. Alors évidemment, au lancement, donc on a lancé Magma en février, on s'est appuyé sur notre communauté Planète au début. Aujourd'hui, c'est Magma, c'est que du bouche à oreille.
On ne fait pas d'acquisition payante pour l'instant parce qu'on pense qu'on a énormément de choses à explorer sur l'acquisition entre guillemets gratuite. Enfin, je veux dire pas d'acquisition sur LinkedIn, Facebook, etc. Notamment un programme de parrainage qui va arriver là avant Noël. Et on pense que pour nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire quelque chose de niche, vraiment parrainer des personnes, c'est ce qui fait le plus de sens en fait, parce que qui dit des personnes qui sont déjà intéressées par la newsletter, qui en parrainent d'autres, dit qu'on va avoir moins de churn, de désabonnements, parce que c'est déjà susceptible de leur plaire. Donc nous, on est vraiment dans cette optique-là. Après, je pense que dès le début de l'année prochaine, on va dire de janvier à juin, voilà, au premier semestre, on va essayer de tester quelques canaux évidemment pour regarder un petit peu ce qui se passe. Mais aujourd'hui, non, c'est majoritairement du bouche à oreille. Ouais. C'est une des secret sauces de Morning Brew, hein. Tout leur programme de referral, etc. Il était quand même assez bien foutu, hein. Ouais, Je pense que là-dessus, il y a pas mal d'initiatives encore à faire, hein, là-dessus, je pense. Oui, bien sûr. Après, je pense que ça, c'est pareil. Il faut regarder ce qui est entre guillemets possible de faire en France, parce que les Américains font des programmes de parrainage où ils font gagner, par exemple, plein de goodies, donc des casquettes, des mugs à l'effigie de Morning Brew, etc. C'est possible effectivement que ça puisse marcher en France. Nous, on va faire quelque chose plus avec un incentive financier, parce qu'on pense que c'est le mieux pour notre newsletter payante. Donc voilà, en fait, à la Sales 10, c'est-à-dire que si t'es abonné, tu as une déduction, une réduction de ton abonnement, ou il est prolongé dans le temps gratuitement? alors je pense que ça va être même encore un peu plus agressif que ça. Je pense que pour chaque personne qui parraine quelqu'un sur un abonnement annuel, ça sera important aussi, parce qu'on a envie de faire basculer des personnes en abonnement annuel. On leur donne 50 euros. Donc tu vois, c'est quelque chose d'assez C'est pas mal, hein. donc Ouais. voilà, en gros, voilà, toi, François, si tu parraines 5 personnes, tu peux gagner 250 euros, et je te fais un virement de 250 euros. Et moi, derrière, les personnes que tu parraines doivent prendre un abonnement annuel, mais au lieu de payer l'abonnement annuel à 200 euros, ils gagnent aussi 50 euros, donc ils vont avoir ça à 150 euros au lieu de 200. Et du coup, Ouais, c'est pas mal. Il va falloir que je sorte l'épisode quand ton programme de parrainage sera en place, quoi. Non, mais ouais. c'est malin. Je pense que c'est malin et ça marche bien. Celle-ci avait un peu fait ça, tu sais, ce logiciel de facturation où quand tu parrainais et ça te prolongeait, tu gagnais des mois d'abonnement, etc. Et on en avait pas mal profité, je me rappelle à l'époque. En tout cas, ça, c'est des ressorts marketing qui marchent bien, je pense, dans l'abonnement. Ouais, je pense dans l'abonnement ça marche très bien, et puis surtout encore une fois pour une communauté qui est quand même assez ciblée, c'est ce qui fait, en tout cas c'est ce qui fait le plus sens, quoi. C'est que des personnes qui sont intéressées par ce qu'on écrit amènent d'autres personnes qui connaissent, qui sont susceptibles d'être intéressées. Honnêtement, voilà, c'est ça. Non, si on arrive à trouver, parce qu'effectivement je pense il va y avoir quand même pas mal de tests à faire sur la formule du programme de parrainage entre guillemets. Mais c'est sûr que c'est le plus prometteur. Et puis nous derrière, on sait qu'on a des personnes qualifiées qui arrivent et qui vont pas rester un mois et s'en aller parce que juste en fait ils sont là un peu par hasard, quoi. Ouais, clairement. Donc, écoute, intéressant à suivre aussi un peu en tout cas, ce shift, le développement des abonnements, des parrainages, ça peut être assez intéressant, effectivement. Dernière partie, alors le temps file vite, mais je voulais parler un peu du futur, au-delà de Magma et de Planète, sur un peu comment se renouveler, comment ne pas se lasser. Ma crainte, quelque part, on se le disait, c'est que il y a beaucoup de newsletters, de plus en plus, on en reçoit. Tu parlais du rythme que vous regardez. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette fatigue qui pourrait arriver? Je voulais le faire parallèle un peu avec les podcasts. C'est simple à lancer, donc plein se le lance, hein, j'en suis un des exemples, hein, je le dis. Mais passer l'effet de mode, comment tu vois un peu l'avenir de ce business des newsletters? C'est très compliqué, hein, évidemment. Et puis nous, je suis pas devin, donc j'ai pas de prédiction particulière. C'est sûr que, en tout cas, on peut observer. Le premier phénomène qu'on observe, c'est évidemment l'abondance des newsletters qui se lancent, etc. Je pense que comme tout, hein, quand il y a peu de barrières à l'entrée, il y a 99% d'entre elles qui vont mourir. Parce que voilà, elles se rendent compte que intéresser les gens et faire un produit potentiellement que les gens lisent, soit ils
soit rémunéré par la publicité ou par l'abonnement, c'est quelque chose de très compliqué. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont mourir. En revanche, je pense qu'effectivement il y a des très très beaux business de newsletter qui je pense vont voir le jour dans les prochaines années. Tout simplement parce que en fait c'est un moyen d'expression qui est comme on a dit tout à l'heure, quoi. Ça permet d'être proche de ses lecteurs, d'avoir un format qui est très agréable à lire s'il est travaillé. Et je pense que ce qui va jouer beaucoup, c'est sur la qualité des informations, c'est-à-dire de trouver des informations soit qu'on ne voit pas ailleurs, soit qui est vraiment une grosse valeur ajoutée pour le lecteur final. Je donne un exemple. Une des valeurs ajoutées peut-être d'être de faire gagner du temps, par exemple. Par exemple, quand vous êtes, je sais pas, il y a des personnes qui doivent suivre tous les développements de lois en France et en Europe, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui sortent tous les jours. Créer un média payant à 100 € par mois pour ces personnes-là, qui leur résume et leur donne toutes les lois qui sont sorties, ça va leur faire gagner un temps considérable et du coup ils seront prêts à payer. Je pense que c'est surtout en termes de valeur ajoutée pour l'utilisateur et c'est à mon avis le point de progression, de mon humble avis de certains médias traditionnels, c'est que oui, les gens sont de plus en plus enclins à payer pour de l'information, donc je dis bien de l'actualité qualitative, et d'ailleurs ça se voit par les chiffres du Monde, je trouve qu'ils marchent quand même plutôt bien. En revanche, pour vraiment faire quelque chose, à mon avis, qui marche encore mieux, c'est d'arriver à trouver des contenus qui plaisent encore plus aux gens et d'aller faire vraiment l'extra mile de contenus qui peuvent vraiment être utiles aux personnes. Nous, on essaie de le faire par des tendances business et des opportunités de business. Donc, on va creuser pour nos lecteurs des opportunités, mais ça peut être fait aussi dans le domaine de la finance personnelle. Il y a pas mal de newsletters qui se lancent dans ce domaine-là, mais vraiment d'apporter une qualité de contenu qui soit bien supérieur à ce qui existe aujourd'hui et qui permettront de créer des business qui seront plus simplement des newsletters, mais qui pourront être justement un réseau de professionnels comme Magma en essaie de faire, et plein d'autres choses, quoi, qui seront partie d'une newsletter, mais qui en fait, par leur mission et par la qualité du contenu et la valeur qu'elles apportent, pourront se décliner en plein de choses, de l'événementiel, des masterclass vidéo, des startup studios, de l'investissement. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi, à faire. The sky is the limit, comme on dit, quoi. Exactement. The sky is the limit. Moi je pense que c'est vraiment la valeur apportée. Moi je reçois encore je dis pas bien sûr, enfin notre newsletter est pas la meilleure des newsletters business, mais moi j'essaie vraiment quand on écrit de toujours me mettre à la place de l'utilisateur et de me dire est-ce que vraiment ce que je lui raconte c'est intéressant ou pas. Et je pense que il y a pas mal de personnes, et c'est parce qu'on vit dans une ère où en fait on produit beaucoup trop limite de contenu, donc il y a une contrainte de temps, et puis les médias traditionnels sont parfois jugés à leur audience, etc. Donc faut produire et faire du buzz, mais à la fin si on apporte énormément de valeur, en fait les gens ils sont prêts à payer, quoi. Mais il faut trouver cette valeur, et ça prend évidemment comme tout produit beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup d'itérations, et c'est comme ça que je vois un peu l'avenir, quoi. Mais je pense qu'effectivement il y a des médias à mon avis qui se seront lancés simplement avec une newsletter qui dans 5-10 ans pourrait prendre une place très très conséquente dans le paysage médiatique. Ça c'est clair et net, j'en suis persuadé. Tu pourrais, par exemple, alors là je provoque, mais devenir toi, Magma, le nouveau Ouzbek Erika, par exemple? Je sais que je sais que c'est un média que tu aimes bien, que tu suis, et tu en as déjà parlé dans les médias, mais en fait, c'est ça, ce que tu es en train de dire, c'est que la beauté de la newsletter payante, ou newsletter, mais en tant que média, c'est que c'est simple à mettre en place, et si tu es bon et que tu arrives à construire ta communauté, derrière, tu es tellement légitime que tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux aller là où tu veux, en tout cas, parce que tu as une communauté qui te suit. En fait, c'est jamais qu'un outil, la newsletter, hein, même si c'était évident, mais faut le rappeler, c'est un outil qui te permet de parler de manière plus intime à une communauté en se coupant du bruit des autres, donc moins de compétition, et derrière, une fois que tu as créé ce lien, à toi d'en faire ce que tu veux, ce qui te fait kiffer quelque part. Exactement. En fait, je pense qu'effectivement, il y a pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la newsletter payante est notre produit principal, qui nous permet d'avoir des revenus récurrents. Mais demain,
si on doit lancer une application qui fait des masterclass, un startup studio, une une autre newsletter sur une autre verticale, etc. En fait, on verra en fonction de ce que veulent les gens. Nous, on se limite pas en se disant, voilà, on va créer simplement un média. Nous, on pense On est simplement un média. voilà, voilà, dans notre ADN, je pense moi en tout cas, je me pense vraiment pas comme un média. Je pense surtout que voilà, l'écriture est un moyen d'assembler des gens, et là, on est en train de créer un business à partir de ça. Mais demain, on peut avoir un modèle qui est extrêmement diversifié avec des activités très très différentes, et le socle commun ne sera plus le côté média mais simplement la mission en fait et pourquoi les gens viennent chez nous. Et tu parlais d'Ouzbek Erika, alors moi je les connais très bien, je trouve qu'ils font un super travail, mais c'est un modèle qui est très très différent. Ouzbek Erika c'est beaucoup de gratuit, sauf évidemment leur magazine payant, là je parle de leur plateforme en ligne. Voilà exactement. Mais eux ils se rémunèrent avec des contenus qu'ils écrivent pour des D'agence, voilà, business exactement. d'agence, quoi. Exactement, c'est un business d'agence. Nous, c'est quelque chose Et qu'on avait. que vous pourriez faire. Enfin, je te provoque un peu, mais quelque part, à partir du moment où tu es légitime dans le marché, une marque peut venir te voir en disant, eux, ils sont vraiment légitimes pour parler de futur, de tendances et de prospectives, et de commander du contenu. Alors, en l'occurrence, c'est un modèle qu'on a testé au début de l'histoire de Planète. Donc, j'ai écrit pour 10 ou 15 grands groupes qui voulaient justement des réflexions un peu stratégiques sur voilà, aujourd'hui on a tel actif, on est en train de réfléchir à comment innover, est-ce que on pourrait avoir de la veille sur ce qui se fait sur les nouveaux modèles intéressants sur cette problématique. Donc c'est quelque chose qu'on a fait et en fait on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui ne faisait vraiment pas sens, en tout cas au début de notre histoire, et que c'était honnêtement ce qu'on avait pas envie de faire, et qu'aujourd'hui le business d'abonnement est quelque chose de bien plus vertueux parce que bon bah voilà, les gens payent pour ce qu'on écrit de façon régulière, et on n'a pas besoin d'avoir des missions qui traînent dans le temps, qui sont parfois assez chronophages, et surtout c'est pas du tout un modèle scalable. Le modèle d'agence, c'est plus il y a de clients, plus il faut des gens qui écrivent. Nous C'est du cerveau, c'est du temps de cerveau, ouais, c'est voilà, ça, en c'est fait. comme un cabinet de conseil en fait, et l'évolution potentielle de ces business d'agences, on pourrait se dire bah tiens, ils vont peut-être faire un cabinet de conseil, ce qui est un modèle qui peut être évidemment un excellent modèle. C'est juste que nous on s'est posé la question en se disant est-ce qu'on pourrait pas rendre notre modèle un peu plus scalable, et aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire, parce que nous qu'on écrive pour une personne ou 1 million de personnes, c'est exactement le même travail, et ça nous correspond. Ouais, toute la beauté du MMR, etc. Ouais, des chiffres et de l'abonnement. Écoute, c'est top. Donc, je pense que ça répond à la question que j'allais te poser derrière, qui était est-ce qu'un rapprochement avec un média plus installé, comme l'a fait Morning Brew, est envisagé, ou est-ce que tu dois rester indépendant? Je crois savoir la réponse, Je pense mais honnêtement, on a beaucoup de choses à faire en restant indépendant, ça c'est sûr. Je pense qu'on ouais. on est vraiment qu'au début de ce qu'on peut faire, et à mon avis, d'ici là, ça fait depuis février qu'on a lancé. On pourra se reparler si tu veux à la rentrée prochaine, mais je pense qu'on n'en sera clairement pas au même point. Donc on a plein de choses à faire. Après, on verra en fonction de ce que nous réserve notre histoire, quoi. Mais c'est bien effectivement de pouvoir construire quelque chose en étant indépendant, ça c'est sûr. C'est clair. Écoute, Arthur, on a fait le tour des sujets. Est-ce que, peut-être pour conclure, ou pour ceux qui nous écoutent, quelques newsletters à suivre et qui changent vraiment de ce qui est proposé? Tu me dis que tu es abonné à des centaines de newsletters. S'il y en a une ou deux que tu voudrais, en dehors de Magma et Planète, bien sûr, mettre en avant, qui sont vraiment différents, soit dans le type de contenu, soit dans la vision, qui peuvent être intéressantes à aller voir, notamment, encore une fois, pour des médias qui peuvent se poser la question de savoir, alors plus si on va sur des newsletters, ils le font tous, mais vraiment des modèles un peu originaux que tu as vu récemment passer, un ou deux exemples comme ça? Alors les modèles originaux, bah je les ai déjà un peu cités. Donc au Morning Brew, c'est vraiment un modèle à suivre, je pense, pour tout, pour le produit, pour regarder un peu comment une newsletter fait, enfin arrive à trouver un ton qui leur est propre, etc. C'est vachement bien. Ils ont un équivalent qui est un peu plus encore un peu plus tech, qui s'appelle The Hustle, qui est californien mais qui est à peu près la même chose que Morning Brew. Dans les très bonnes newsletters, c'est difficile de tête comme ça, mais sur l'évolution de la société, tech, business, il y a Azim Azar avec sa newsletter Exponential View, Ouais. qui est vraiment vraiment bien, enfin qui a vraiment des super super analyses. Et après voilà, je vais dire des newsletters que peut-être certains connaissent, mais la newsletter de comment il s'appelle,
ah mince, j'ai un trou de mémoire, sur l'analyse technologique de Ben Thompson, voilà, ça j'ai oublié, qui s'appelle Stratechery, bon, qui est vraiment un classique, mais qui marche extrêmement bien, qui est à $10 par mois, pareil sur l'analyse tech. Snowball en France, sur les Ouais, finances perso. ce que j'allais dire, j'en ai parlé tout à l'heure, Snowball. Alors moi, le sujet des finances perso, c'est un sujet auquel je m'intéresse pour l'instant pas énormément, mais j'ai regardé un petit peu et j'avais eu Johan au téléphone. Je pense que c'est super. Enfin, il a une super mission. Hein, lui pour le coup, c'est vraiment de l'éducation à la finance personnelle. Donc je pense que ça c'est un super. Enfin, c'est porteur et surtout il y a vraiment sujet. Ouais, énorme sujet communautaire. Il y a énormément de choses à faire. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire et lui, je trouve que voilà, il a abordé la chose avec le côté très éducatif. Donc je pense que voilà, c'est un bon modèle à suivre. Et puis voilà, après c'est souvent des newsletters un peu américaines. Il y a The Profile aussi qui est une bonne newsletter qui c'est une newsletter payante aussi qui donne des profils d'entrepreneurs ou de business leaders, qui est une newsletter américaine qui est vraiment bien faite, qui marche très bien. Voilà, ce genre de newsletter quoi. Super, on mettra tout ça en lien. Arthur, merci beaucoup pour ta transparence, les chiffres que tu as pu nous donner, puis sur la manière dont tu fais ton business. Et bravo, encore une fois, c'est un bon produit que j'invite à tout le monde à... Alors, soit s'ils veulent pas payer, aller voir Planète, ou s'ils veulent payer, aller voir Magma. C'est vraiment un bon produit. Et puis, je pense qu'il y a plein d'enseignements. J'aime bien la manière dont tu le fais, qui est beaucoup plus pas un angle start-up quelque part. Tu t'en compte ou pas, mais pas média. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre justement pour des médias là-dessus, un peu moins se prendre la tête sur le fait d'y aller, la manière d'y aller, etc. Et donc j'espère que on aura pu un peu donner quelques conseils comme ça pratiques pour des médias. Est-ce que tu veux en conclusion un dernier mot sur le futur, la prospective, ce que tu veux? Je te laisse la parole pour conclure. Non, écoute, pas grand-chose à rajouter. Non, merci pour l'invitation. Je pense que je pense que les médias c'est un secteur. Voilà, il y a beaucoup de choses à réinventer. Enfin voilà, il y a beaucoup le modèle, on va dire traditionnel, n'est plus valable parce que Google et Facebook ont à peu près bouffé tous les revenus publicitaires des médias. Enfin en tout cas beaucoup. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et effectivement, je pense que le fait de pas se penser simplement comme un média, mais comme quelque chose avec une mission un peu plus précise qui se diversifie sur plein d'autres activités, à mon avis, je pense que les médias vont se rapprocher d'un modèle comme ça à l'avenir, quoi. Enfin voilà, j'enfonce un peu une porte ouverte, il y a déjà de la diversification. Non, tu l'enfonces pas. Je pense que c'est des choses qu'il faut répéter, diversification et mission. Donc, tu as parlé, je sais que vous avez un manifesto sur votre site et je pense que c'est quelque chose qui est ultra important sur lequel on aura l'occasion probablement de revenir. Merci Arthur pour ton temps. J'espère qu'on fera un épisode pour que tu nous tiennes un petit peu au courant peut-être de lancement d'autres verticales, d'autres produits. Mais je pense que le parallèle est hyper bon. Donc encore une fois, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.